Bonjour à tous, c'est le journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus à la une ce soir. Kinshasa placé en quarantaine, interdiction d'y entrer et d'en sortir. Décision du président Tshisekedi en raison de l'épidémie de coronavirus. Les frontières du pays sont désormais fermées. Les Tunisiens vivent à l'heure du confinement, les déplacements sont limités, des initiatives sont lancées pour distribuer de l'aide alimentaire et vous le verrez aussi pour divertir les Tunisiens confinés. Et puis l'armée tchadienne ébranlée par une attaque djihadiste. 98 soldats ont péri lors d'un assaut mené par Boko Haram. Le président Idriss Déby s'est rendu sur place. Le récit dans ce journal. Kinshasa, isolé du reste de la République démocratique du Congo. L'état d'urgence est entré en vigueur, les frontières sont fermées. Voilà quelques-unes des mesures prises mardi par le président Félix Tshisekedi. On dénombre 48 cas de Covid-19, dont 3 décès. Les précisions de notre correspondant Clément Bonneroux. Pour le moment, les cas de Covid-19 restent limités à la capitale Kinshasa, mais le gouvernement congolais ne veut prendre aucun risque. Le président de la République, Félix Tshisekedi, mardi soir, dans un discours télévisé, a expliqué que le pays était dans une situation de guerre face à ce qu'il a décrit comme un ennemi invisible. Il a donc proclamé l'état d'urgence et annoncé de nouvelles mesures, notamment la suspension de tous les vols de passagers internes, ainsi que le transport fluvial en provenance et en direction de Kinshasa. Le but, évidemment, c'est d'empêcher la propagation du coronavirus à travers le pays et aussi d'isoler la capitale, car les autorités congolaises en sont bien conscientes. Si l'épidémie venait à s'aggraver et à s'installer ici, le système de santé, qui est très faible, ne pourrait que très difficilement faire face à un afflux de malades. C'est ce que nous a confirmé également le syndicat national des médecins, qui nous a expliqué que le pays ne dispose que de 50 respirateurs. Ces nouvelles mesures viennent en tout cas s'ajouter à d'autres mesures qui sont déjà mises en place depuis une semaine. Il y a notamment la fermeture des écoles, des lieux de culte, ainsi que des bars et des restaurants. Et les rassemblements sont limités à 20 personnes maximum. Un point à présent sur l'épidémie. D'abord, au Mali, c'est désormais officiel, le coronavirus est présent dans le pays. 2 premiers cas ont été testés positifs. Les patients sont pris en charge. Et puis, au Niger, le dernier bilan officiel fait état de 7 cas déclarés, dont un mort. Les patients infectés sont actuellement pris en charge par les autorités sanitaires. Leur état de santé est jugé stable. Et parmi les pays qui ont décrété un couvre-feu nocturne, il y a le Sénégal. Interdiction de sortir entre 20h et 6h du matin. Il a été mis en vigueur pour la première fois la nuit dernière. Écoutez les réactions de ces Sénégalais au micro de nos correspondants. Rue déserte, commerce fermé. Mardi soir, les Sénégalais ont découvert leur capitale sous un aspect inédit. Gendarmes et policiers étaient déployés dans les rues pour veiller à la bonne application de ce couvre-feu qui court donc désormais de 20h à 6h du matin. Dans certains quartiers, des agents des forces de l'ordre ont fait preuve de brutalité, frappant les contrevenants, des piétons et même des automobilistes qui se trouvaient sur leur passage. C'est ce que révèlent des vidéos amateurs largement diffusées sur les réseaux sociaux. Alors si dans l'ensemble, les Sénégalais approuvent ce couvre-feu, beaucoup déplorent également le comportement de ces membres des forces de l'ordre. Les policiers étaient stricts parce que celui qui n'a pas respecté, on les a beaucoup frappés. Donc on a vu que les policiers étaient très sévères. Tout ce qui peut éviter les rassemblements, c'est bon. Mais aussi, il faut trop durcir pour ne pas mettre les bâtons tout le temps sur taper les gens aussi. Ça, c'est aussi un peu difficile. On a toute une journée. Il faut que nous restions chez nous à partir de 20h jusqu'à 6h du matin. C'est ça que le président a dit, non? Il faut faire ça aussi. Autre mesure désormais en vigueur, la circulation interurbaine est interdite et le nombre de passagers dans les transports publics est limité afin de respecter la distance de sécurité d'1 mètre entre chaque personne. Et avec 119 cas de contamination et 4 décès, la Tunisie craint une augmentation rapide du nombre de malades. Très tôt, le gouvernement a mis en place le confinement. La solidarité s'organise au sein de la population pour aider les plus fragiles à mieux vivre cet isolement. Lilia Blaise et Hamdit Lili nous font découvrir ces initiatives. Pendant le confinement, Bilal s'est porté volontaire pour aider.
via un groupe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a 7 familles dans le quartier de Manouba, Halfawin, Hayetadamen. Grâce à des dons, il amène des produits essentiels aux personnes âgées ou démunies pour leur éviter de sortir de chez elles. On va répartir de manière équitable pour que chacun ait de quoi tenir au moins 7 jours. Une fois les courses empaquetées, c'est la tournée qui commence. Une tâche difficile, car même si Bilal prend toutes ses précautions, il est quand même exposé au risque de contamination. Mais il estime que son rôle est nécessaire dans un contexte où beaucoup de Tunisiens sont en situation précaire et supportent difficilement les contraintes économiques du confinement. Ici, beaucoup de gens sont locataires et se sont retrouvés au chômage après les mesures de confinement. Beaucoup sont aussi vendeurs ambulants dans les souks et aujourd'hui, ils n'ont plus de travail. Le gouvernement a annoncé des mesures économiques et sociales pour aider les personnes en difficulté pendant le confinement. Mais en attendant, chacun tente de sensibiliser à la nécessité de rester chez soi. Surtout lors du couvre-feu, à partir de 18h, plus personne ne peut sortir. C'est à ce moment-là que la chanteuse et danseuse Nermin Sfar se prépare pour aller danser. Dans son salon, en direct sur les réseaux sociaux. J'ai voulu faire ça pour encourager les gens à rester chez eux. Parce que beaucoup de gens continuent à se rassembler, organiser des soirées. Les habitudes ne changent pas. Donc je leur dis de rester chez eux et en échange, je vous fais un live chaque jour à 21h. Chaque soir, les vidéos de Nermin sont suivies par des milliers d'internautes. Elle est devenue un phénomène sur le web tunisien et un remède quotidien pour supporter l'impact psychologique du confinement. Et cette crise sanitaire a de nombreuses conséquences, notamment sur l'économie des pays touchés. Les commerces et les industries sont désormais au point mort. Les ports et les aéroports ont réduit leurs activités. De nombreux travailleurs se retrouvent de fait au chômage. Alors comment faire face à cet effondrement économique ? L'ONU a demandé un programme d'urgence pour le continent. Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, espère que cet appel sera entendu lors du G20 organisé ce jeudi. On écoute Vera Songwe, interrogée par Célia Caracena. Nous avons estimé une baisse de la croissance qui passerait de 3,2% à 1,8%. Ça, c'est un impact immédiat. Évidemment, nous pensons que, comme tout le monde, ça, c'est une crise qui va durer 2-3 ans. Nous sommes un continent qui exporte pas mal de pétrole. En termes d'emploi, nous avons à peu près, nous estimons directement 6,5 millions d'emplois directs dans le secteur du tourisme, de logistique et aussi 4 millions d'emplois dans le secteur agricole. Et puis informellement, à peu près 20 millions d'emplois perdus, donc à peu près 30 millions d'emplois que nous pensons sont menacés par la crise. Nous avons des programmes et des solutions onusiennes, mais internationales. Et nous pensons et nous espérons que le G20, on a demandé pour l'Afrique un programme d'urgence de 100 000 millions de dollars. Nous espérons que demain, dans la réunion du G20, ils vont peut-être endosser cet appel par les ministres des Finances africains. Aujourd'hui, nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de pays qui ferment leurs frontières sur le continent et à l'extérieur. Et nous sommes en train de demander, il faudrait qu'on fasse ça d'une façon coordonnée, car l'Afrique importe presque 95% de ses médicaments. Donc, coordonner un peu certaines de ces politiques serait assez important pour que l'Afrique puisse s'en sortir. On est en train d'essayer de voir si on peut utiliser à ce stimulus économique pour, par exemple, baisser les coûts de transfert d'argent. Parce qu'on sait qu'en France, par exemple, beaucoup de personnes vont aussi perdre leur emploi et ces personnes-là remettaient de l'argent sur le continent. Donc, ça va faire un double impact. Et dans le reste de l'actualité sur le continent, en Algérie, le journaliste Khaled Drarni est de retour en prison. Son contrôle judiciaire a été annulé ce mercredi par le tribunal d'Alger. Il va être placé en confinement durant 14 jours. Le journaliste avait été arrêté le samedi 7 mars alors qu'il couvrait un début de manifestation anti-régime dans la capitale, accusé d'incitation à attroupement non armé et d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Il avait été relâché le 10 mars après 3 jours en garde à vue.
Et on revient sur cette attaque particulièrement meurtrière. Au Tchad, 98 soldats tués par Boko Haram. Il y a également une quarantaine de blessés. Les terroristes ont mené l'assaut sur la presqu'île de Bohoma, dans la province du Lac, où des militaires étaient stationnés. Le président s'est rendu sur place mardi. Le récit de Nicolas Germain. Ce mercredi, des troupes tchadiennes sont arrivées en renfort dans la province du Lac. L'armée de ce pays est considérée comme l'une des meilleures d'Afrique, mais elle vient de subir un terrible revers. Près de 100 militaires ont été tués lundi par le groupe djihadiste Boko Haram dans cette province. Le président Idriss Déby, au pouvoir depuis 30 ans, s'est rendu dans cette région du lac Tchad. En un seul coup, perdre autant d'hommes dans l'histoire, c'est pour la première fois. Et je suis pour ça écœuré. Je voudrais dire aussi aux Tchadiens, jusqu'au dernier mort, y compris les blessés, ils n'ont pas cédé le terrain. Ils ont gardé le terrain. Ils se sont accrochés sur ce terrain. L'attaque a débuté lundi à l'aube. Elle a duré plus de 7 heures. Selon des sources militaires, les djihadistes ont dérobé du matériel appartenant à l'armée. Depuis plusieurs mois, Boko Haram multiplie les actions dans cette région, à la frontière du Tchad, du Nigeria, du Niger et du Cameroun. Depuis 2015, les pays de la zone luttent ensemble au sein de la force multinationale mixte et avec l'aide de comités de vigilance composés de villageois. En Guinée, c'est la première réaction du FNDC depuis le double scrutin de dimanche pour le Front national pour la défense de la Constitution. Pas question de reconnaître ce qu'il qualifie de mascarade électorale. Les électeurs étaient appelés à voter pour le renouvellement du Parlement, mais aussi à se prononcer sur le projet de nouvelle Constitution. Le vote a été marqué par des violences et plusieurs morts. Un scrutin boycotté par le FNDC qui accuse Alpha Condé de vouloir briguer un troisième mandat. Écoutez. Il est hors de question pour le FNDC de reconnaître une institution ou une constitution issue de cette mascarade électorale. Le peuple de Guinée ne reconnaît que la constitution de mai 2010. Il a été dit clairement, pour la forfaiture, pour ces actes de haute trahison et du fait de l'inexistence délibérée de la Haute Cour de justice, que le peuple, à travers le FNDC, ne reconnaissait plus M. Alpha Condé comme président de la République. Et le gouvernement, de son côté, n'a pas souhaité réagir. Raison invoquée, la lutte contre le coronavirus qui est la priorité. Rokia Traoré libérée sous contrôle judiciaire, c'est ce qu'a ordonné à la justice française ce mercredi. La chanteuse franco-malienne avait été arrêtée le 10 mars à sa descente d'avion à Roissy. Elle est visée par un mandat d'arrêt européen émis par la Belgique dans l'affaire concernant la garde de sa fille de 5 ans. Rokia Traoré conteste la décision de la justice belge d'avoir confié l'enfant à son père de nationalité belge. Écoutez la réaction de Boubacar Boukhoum, administrateur de la Fondation Passerelle, la fondation culturelle de Rokia Traoré à Bamako, au micro d'Erwan Chiex. Pour nous, c'est un ouf de soulagement, pour la simple raison que les conditions carcérales dans lesquelles était la grève de la faim nous inquiétaient beaucoup. Aujourd'hui, la savoir sortir de cette situation, c'est vraiment un grand soulagement pour nous. Ce n'est qu'une victoire d'étape. Aujourd'hui, ça donne la possibilité à Rokia Traoré de sortir pour continuer le combat, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que le combat, elle ne mène pas pour sa liberté à elle. Si c'était ça, elle n'allait pas s'y rendre parce qu'elle s'est rendue, elle voulait aller en Belgique répondre quand elle a été arrêtée à Paris. Donc le problème, ce n'est pas de fuir la justice. Nous souhaitons que la justice soit rendue. Et le combat de Rokia aujourd'hui, c'est que la justice parle et parle vrai. C'est-à-dire donner la possibilité à cet enfant de vivre dans les meilleures conditions possibles. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Merci aux équipes en régie et à l'édition. Tout de suite, un nouveau journal.